nous avons dû attendre encore que les armées allemandes puissent libérer un peu les routes, parce qu'eux-mêmes ne savaient pas circuler librement. Nous sommes rentrés à Knock, et en rentrant à Knock, au dernier tournant, que voyons-nous? Au lieu de voir la maison, un tas de briques, c'était tout ce qu'il y avait. Quand nous sommes rentrés, comme les Français l'avaient occupé et s'en étaient servis comme point d'appui, il restait des armes. Les Français sont repartis avec leurs armes, mais ils avaient laissé je crois que c'est 5 ou 6 caisses de grenades. Ces caisses de grenades, évidemment, moi je me suis dit, on ne va pas laisser ça quand même pour les Allemands. Hein. La vie de tous les jours était plutôt difficile au point de vue du ravitaillement. Le premier hiver, moi j'ai crevé de faim. L'Allemagne pillait tout pour l'armée. On est revenu à Vassaux après la guerre, on est devenus des internes, donc le collège ne nous nourrissait plus. Et chez nous, à Rosières, mes parents ont dû toujours se débrouiller pour nourrir leurs 7 enfants. Il nous a fallu 2 années pour nous débrouiller, pour mettre en culture les parcs, les ceci, les cela. On est arrivé assez vite à se débrouiller, à devenir pas autonome, mais assez bien quand même. On avait la chance d'avoir un grand verger que nous avons cultivé entièrement. On a fait pousser du froment, on a fait pousser du maïs, on a eu toujours des moutons, des porcs, un porc, un cochon. On ne pouvait pas en avoir plus qu'un à la fois. Et on n'a jamais déclaré qu'on avait tué notre cochon, on a toujours dit qu'on avait tué un cochon. C'était pas toujours le même, il faut reconnaître. On disait aussi, comme on n'avait pas de quoi beaucoup nourrir, il ne grandissait pas beaucoup. Enfin, c'était pas vrai, évidemment. C'était le premier hiver à Louvain. Nous avions tellement faim que j'ai dit à cet ami, nous devons à tout prix aller dans les Flandres, dans les fermes, manger. Manger, manger, manger. Il ne m'a pas accompagné. Je suis allé seul dans les Flandres où j'ai des cousins. Je me suis pesé le samedi où je suis arrivé. Et je me suis pesé le samedi où je suis retourné à Louvain. En 7 jours, j'ai grossi de 7 kilos. 1 kilo par jour. Ça m'a sauvé. Et celui qui ne m'a pas accompagné est devenu tuberculeux et il est mort de phtisie 1 an après la guerre. On ne pouvait pas écouter la radio anglaise, on ne pouvait pas avoir d'informations libres. Il est évident qu'ils arrêtaient beaucoup de gens. Ils étaient très sévères sur des points particuliers. Et ils avaient établi leurs règles. Il fallait respecter leurs règles sans y déroger. Dès le début de l'occupation, les Allemands interdisent d'écouter la BBC. Ils savent bien que l'Angleterre est leur principal ennemi et que dès lors, les messages provenant de Londres via la BBC leur seront hostiles. Et comme ils veulent maîtriser complètement tout ce qui est propagande, ils interdisent sous peine de prison à quiconque d'écouter la BBC. Les Allemands estiment, et c'est une de leurs forces d'ailleurs du régime nazi, que la propagande est quelque chose d'essentiel. Donc ils inondent la population belge de propagande pro-nazi à travers les journaux qui sont tous censurés. Plus rien ne peut paraître en Belgique si ce n'est sous la censure allemande. Et à travers la radio, qui est ce qu'est aujourd'hui Internet ou la télévision, c'est-à-dire le moyen de diffusion le plus largement répandu, et les radios belges, que ce soit Radio Bruxelles ou Radio Bruxelles, donc les deux principales chaînes publiques, on dirait, de radio, sont sous le contrôle très très étroit de la propagande allemande. La propagande allemande criait « Cocorico, tout va bien », et nous voulions contrer cette histoire-là. Pour contrer cela, il fallait faire un journal. Et ici, comme il y a donc un système bilingue en Belgique,
Nous avons un journal qui s'appelait De Zeegalm, qui était en néerlandais, et un autre qui s'appelait L'Écho. Ils tiraient tous les deux ensemble, tous les mois. Et comme j'ai aidé souvent à faire ces journaux, c'était le rouleau à pâte qu'on roulait sur un plateau, sur un stencil. C'était assez sale comme système et comme résultat, ce n'était pas très esthétique. Ça a été fait d'une manière tout à fait empirique et un peu moyenâgeuse. Un imprimeur, c'est pas facile à trouver, d'autant plus que c'est très dangereux, un imprimeur. Je crois que vous avez sûrement entendu parler du Faux Soir, qui a été édité par le FI à Bruxelles. Les Allemands n'ont pas mis beaucoup de temps à trouver l'imprimeur, parce que toute imprimerie a ses petits défauts. Et alors, ils ont identifié l'imprimeur Wellens, qui s'est retrouvé avec tous ceux qui avaient joué avec lui. Et ils se sont retrouvés en Allemagne et ils sont morts. Comment approvisionner un journal? Ça, c'était la croix et la bannière. Ce n'était pas facile du tout. Il fallait avoir un rouleau, il fallait avoir le matériel pour l'encre, le papier, c'était du papier coloré. La confection de ces journaux clandestins se passait chez nous pendant la journée. Pas toujours au même endroit, on changeait d'endroit, ça se passait à la maison chez nous. Ça s'est passé chez mes grands-parents qui habitaient également ici à Knock, à peu près en face de l'hôtel de ville, et dans d'autres endroits aussi. Et la distribution se faisait avec les mallettes scolaires. On allait les déposer chez différents groupes de personnes qui allaient les distribuer, et moi-même j'en faisais ma part à n'importe quel moment. Sauf pour la commandature, là c'était la nuit. C'était primitif, mais le fait était d'exister. Et nous savions que Goebbels, lui, marchait très fort dans sa propagande. On l'avait vu déjà depuis 4-5 ans, depuis la création depuis l'arrivée au pouvoir d'Hitler. On avait entendu ces manières tonitruantes de faire la publicité. Eh bien, nous voulions tout simplement rendre la monnaie de leur pièce dans l'autre sens. Je distribuais des livres belgiques à ce moment-là. C'était le moyen de contrer toute la propagande allemande. Je n'ai pas souvent reçu des livres belgiques, mais des Churchill Gazette. C'était un clandestin qui était imprimé avec stencil sur du papier jaune. Et un jour, j'ai été arrêté par les Allemands en sortant de l'Athénée, et ils ont été emmenés à la commandanture à 5, et j'en avais dans mon atlas. Heureusement, ils n'ont pas fouillé ma mallette. Pour la presse clandestine, il y a eu environ 6000 personnes qui ont été reconnues officiellement par les commissions, parce que ça a dû passer par des commissions de reconnaissance, etc., qui étaient appuyées par des faits bien précis. Sur 6000 personnes, il y en a 2000 qui sont morts dans les camps de concentration. C'est une proportion énorme. Nous étions occupés par les Allemands. On ne pouvait rien faire sans leur accord. Et nous avons été gouvernés par les secrétaires généraux des ministères, sous la supervision allemande. La gendarmerie belge a poursuivi ses missions de police et d'une manière générale, en ce qui nous concerne dans notre région, les gendarmes étaient bien disposés vis-à-vis de la résistance. Mais c'est incroyable que les Allemands aient laissé le rôle aux gendarmes, entre guillemets, le rôle de police, alors que... Ça leur aurait pris beaucoup trop d'effectifs s'ils avaient dû remplacer tout ça. Ça les arrangeait très bien d'avoir certains Belges complaisants dans certaines administrations. Mais la gendarmerie, en général, elle a continué son métier. Tout en jouant un double jeu. Est-ce qu'il avait des contacts à la gendarmerie, ton papa?
Ben, il avait un contact avec ce commandant qui habitait à 500 mètres de chez nous, quoi. Il le connaissait depuis longtemps? Ben, j'ai l'impression qu'il devait le connaître avant la déclaration de guerre. Au cours de mes études ou dans les voyages en chemin de fer, j'allais tous les jours en chemin de fer, j'ai probablement un jour parlé à quelqu'un des grenades. Et alors, quelqu'un est venu un jour dire « il y a moyen d'avoir les grenades ». C'était le lieutenant de gendarmerie de Huy, qui faisait partie de la Légion belge, qui récupérait des armes. La Légion belge est le premier nom de l'armée secrète. Il s'agit d'un réseau élaboré par le capitaine-commandant Charles Clazer. Celui-ci a parcouru toutes les provinces de Belgique pour monter une organisation patriotique et non politique. Il en est le fondateur et considère que Léopold III, chef suprême de l'armée, qui n'existe plus, en sera le chef le moment venu. Roi qui d'ailleurs est prisonnier au château de Laeken. Clazer dispose d'un grand réseau, mais il manque de bras armés puisque la Belgique a perdu la guerre. Le colonel Robert Lens, lui, est président de l'UNOR, l'Union nationale des officiers de réserve. Il détient un fameux carnet d'adresses et donc une véritable ressource militaire. C'est au départ un homme qui veut créer une sorte de groupe rapproché autour du roi pour permettre, disons, d'assurer la poursuite du pouvoir du roi en cas d'évolution de la situation politique. Puisque à l'été 40, personne ne sait trop comment les choses vont évoluer. Évidemment, Hitler a envahi la Belgique, mais il subsiste un espoir important parmi les dirigeants que Hitler laisse une marge d'autonomie à la Belgique et en particulier à son roi Léopold III. Ces deux organisations vont fusionner et afficher pour un bon bout de temps le maintien de l'ordre comme objectif des forces civiles. Alors que dans l'ombre et à terme, la chasse militaire de l'occupant est leur objectif. Dans un document de Pire, au ministre de la Défense en 1944, celui-ci explique que leur bonne volonté ne devait pas être déçue, qu'elle pourrait d'ailleurs être utile un jour aux autorités civiles régulières, et que cette étiquette « maintien de l'ordre » devait être un précieux concours pour les officiers pris par l'ennemi. Alors, les Allemands qui laissaient faire dans un premier temps, parce qu'ils avaient conscience qu'il y avait quelque chose qui se réalisait, les militaires ne sont pas très discrets, n'ont pas l'habitude de la guerre clandestine, mais les Allemands, tant qu'ils percevaient ça comme un groupement simplement de maintien de l'ordre autour du roi, laissaient faire. Mais à partir de l'automne 1941, les Allemands se rendent compte que petit à petit, il y a un glissement dans les objectifs de la Légion belge et ils commencent à opérer des arrestations, ce qui accélère le mouvement, l'évolution de ce mouvement de la Légion belge qui s'oriente de plus en plus dans la lutte contre l'occupant. Mais, toujours en 1942, il y a tout de même une certaine ambivalence de Clazer, d'un certain nombre de responsables de la Légion belge qui se méfient des autorités civiles, des gouvernements civils, parce qu'ils estiment que les civils belges, les autorités politiques n'ont pas toujours fait les meilleurs choix dans les années 30. Et ils espèrent toujours, malgré tout, cette fois-ci, dans l'optique d'une victoire alliée, un renforcement du pouvoir du roi dans un gouvernement qui serait, après-guerre, plus autoritaire. Donc Clazer et les siens ont tout de même toujours une attitude relativement ambiguë vis-à-vis du gouvernement belge, de ses civils de Londres. Alors jetons un œil à ce gouvernement en exil. Le gouvernement belge arrive à Londres à l'automne 1940, démunis de tout, ils ne sont d'ailleurs que quelques-uns, et ils doivent reconstruire tout à la base. Alors qu'est-ce qu'ils font d'abord? Évidemment, essayer de renouer les liens avec le pays occupé. Et pour ça, s'organisent très vite deux services, un civil, l'autre militaire. Le civil, c'est la sûreté de l'État. La sûreté de l'État qui aura en charge toutes les missions en pays occupé de nature civile, donc les renseignements, mais aussi, de manière plus large, aussi les sabotages, voilà, tout ce qui n'est pas strictement militaire, mais c'est civil largement entendu. Et puis, à côté de la sûreté de l'État, son concurrent, parce que c'est ainsi qu'ils vont un peu se positionner l'un vis-à-vis de l'autre, la deuxième section de la défense nationale, qui, elle, s'occupe, à strictement parler, de ce qui a trait au regroupement militaire, à la réorganisation militaire en pays occupés. Ça, ce sont les deux grands services dépendants de l'État belge. Face à eux,
parce que c'est eux qui tirent les cordons, qui ont les cordons de la bourse, qui tirent les ficelles, hein, ce sont les Britanniques. Le gouvernement belge est totalement dépendant du gouvernement britannique pour tout ce qui a trait aux liaisons, aux missions, au parachutage. Donc là, ils sont essentiels. Il y a également 2 services qui sont un peu les équivalents de ce que je vous ai dit de la Sûreté de l'État et de la 2e section de la Défense nationale, c'est-à-dire SIS, Special Intelligence Service, qui s'occupe des missions civiles en pays occupés, et le SOI, Special Operation Executive, qui s'occupe des missions armées en pays occupés. Et il y aura naturellement des liens entre SIS et Sûreté d'État d'une part, et entre 2e section de la Défense nationale et SOI d'autre part. Au fond, le gouvernement belge de Londres n'est pas, on pourrait dire aujourd'hui, proactif très rapidement. Il doit d'abord se réorganiser, et il ne croit pas vraiment, au départ, en 1940 et même au début 1941, à l'utilité de la guerre secrète. Par contre, les Britanniques, eux, ils y croient beaucoup plus vite, et ils sont beaucoup plus vite soucieux d'intégrer la guerre secrète, de considérer la guerre secrète comme un élément important de leur stratégie dans la lutte contre le nazisme. C'est la raison pour laquelle, dès l'été 40, ils font mener des missions en pays occupés par le SOI et par le SIS, sans même l'aval des Belges. Ce n'est que petit à petit, dans le courant de l'année 41, que le gouvernement belge est mis au courant de ces missions et qu'une coopération se met en place entre services belges et britanniques. Du côté de la Légion belge, les choses se sont déjà organisées. Elles n'en sont d'ailleurs pas à leur première mouture. Le commandement est constitué de Clazer, le fondateur, Lenz pour l'organisation de combat, Bourbom, chef des services, Van der Putten, chef des renseignements politiques, Bastin, alias Le Gris pour la réserve mobile, un état-major central, puis 3 zones, 8 provinces, des régions, des groupements, sections, escouades et légionnaires. Pire, dans tout ça, a la responsabilité du commandement de la zone 3. Avec son propre état-major, conformément à la demande du commandement, il monte la Légion belge dans la moitié sud de la Belgique. Est-ce que Pierre fait partie du commandement ? Non, il n'est pas exposé, car c'est un lieutenant général, et l'on pourrait avoir besoin de lui plus tard pour avoir autorité sur un grand groupe. En pratique néanmoins, Clazer instaure un système complexe, où chacun est répertorié par un indicatif de fonction, le nom restant secret, et où tout poste important a sa doublure. Pierre fait partie des doublures de l'ombre, mais ses enfants ne sont évidemment au courant de rien, et pourraient bien lui attirer des ennuis. Dès le début, moi j'avais appris que en face, de l'autre côté de la Meuse, il y avait une caserne d'artillerie. J'avais été me pointer dans la caserne d'artillerie et j'avais trouvé des bâtons de dynamite. Première histoire, je suis revenu avec un sac, on a mis les bâtons de dynamite, j'étais à vélo, et je me rappelle très bien, je repassais par-dessus le barrage sur la Meuse, qui était le barrage de la Plante. Et quand je me suis trouvé au milieu, avec mon vélo, en passant sur la passerelle, en poussant le vélo, hein, je me suis trouvé nez à nez avec un Allemand. Et toute ta dynamite dans ton dos. Et toute la dynamite dans le sac sur le vélo. Et c'est gentiment l'Allemand qui a fait passer le vélo, puis je suis passé derrière, puis il a continué de son côté, sans se rendre compte, mais il ne pouvait pas le savoir. Et alors j'avais été caché ça du côté des Jésuites, la maison des Jésuites, juste derrière la briterie. Nous avions fait ça avec un ami. Et puis alors un jour, j'ai eu le malheur d'en parler à papa. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Et alors, il faut les faire disparaître. Il faut les faire disparaître. Alors, bon, j'étais en chercher une dizaine. Et alors on se promenait avec papa le long de l'eau et puis on jetait les bâtons de dynamite dans la Meuse. Tu te promenais côte à côte avec lui Oui, plop, on jetait. Au bout des 10, on était fatigués. Et puis il a dit, oh ben qu'il reste là. Hein. Et en fait, ils ne sont pas restés là, mais je ne les ai jamais vus, parce que quand j'ai voulu aller les rechercher, je suppose que le copain les avait pris et était parti avec les bâtons. Il y avait aussi un petit poste de choses de radio, mais qu'on a détruit. Parce que papa ne voulait pas, si tu veux, qu'on donne possibilité aux Allemands d'avoir
un motif de le prendre, de le saisir, puisqu'il avait d'autres occupations, que je ne savais pas d'ailleurs. Hein. Pendant la guerre, il faut vous dire qu'on a une obligation, c'est une obligation de toute grande prudence. Vous devez vous méfier de tout le monde. Dans certaines familles, les enfants devaient se méfier des parents. Les parents devaient se méfier des enfants. J'avais un ami qui venait écouter la radio anglaise chez nous parce que sa mère lui interdisait de le faire. Et on ne pouvait pas savoir qu'il venait. Parce qu'on se faisait dénoncer de tous les côtés. Donc il y avait là une grande insécurité et une grande prudence à devoir maintenir. Autrement, on glissait sur la pente des arrestations. Mais voilà, il reste des armes dans la propriété, et plus précisément sous le tas de charbon dans la serre. Un matin, des Allemands se présentent à la porte. Papa avait conservé une mitrailleuse Maxim, mais c'était une grosse mitrailleuse, et on l'avait enterrée dans la serre où il y avait ces fameux cèpes de raisin. Nous avons dû être dénoncés, ce n'est pas possible qu'il soit allé directement sous ce tas de charbon. Mon père dit, mais je n'ai pas d'armes. Si, nous le savons très bien, nous savons. Et effectivement, il nous a conduits avec ses soldats à l'endroit où elle avait été enterrée, donc nous avions bien été dénoncés par l'ancienne bonne. On avait déchargé à peu près 1 tonne de charbon à l'endroit. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à déblayer. Et puis, comme ils avaient les petites pelles militaires, moi j'ai été prendre une grande pelle et je leur ai donné, en disant voilà, ça ira plus vite. Et à ce moment-là, l'officier a tiqué, il a dit oui, mais quoi? Et il y avait bien, mais je dis oui, il y avait une mitrailleuse, mais elle n'y est plus. On l'a remise. Ah, on n'aurait pas pu le dire plus tôt. Mais je dis, mais on ne l'avait pas demandé. Et il est allé s'enquérir si c'était exact, et comme c'était exact, il n'y a rien eu. Nous avions une servante, et cette fille, un jour, est rentrée en disant qu'on l'avait agressée. Et puis 2 jours après, on a eu la visite d'un soldat allemand qui venait demander après elle. On a eu, à ce moment-là, la puce à l'oreille, on s'est dit son agression c'était pour justifier son retard, etc. Et on a remballé gentiment. On s'est dit aïe aïe aïe, ça va tourner mal. On a retiré la mitrailleuse et on a été la porter au dépôt, à la gendarmerie. Tandis que les Allemands collectent le renseignement et les armes, en fait tout ce qui peut entraver la liberté, la Légion belge fait de même pour les contrecarrer. Le renseignement se faisait d'une manière tout à fait journalière ici. On essayait d'abord de savoir quelles étaient les unités allemandes qui étaient ici, le plan des entrées des différents bunkers que les Allemands avaient construits, les défenses allemandes, là où étaient les fossés anti-chars. Et il m'est arrivé de voir à Londres, à l'Imperial War Museum, un plan qui avait été fait ici sur Knock. Et qui avait été, c'était l'ancien commissaire de police Landscoot, Camille Landscoot, qui avait fait ce plan et qui avait caché ça dans une gouttière chez lui pendant les perquisitions, ce que les Allemands n'ont jamais trouvé. Et les Allemands avaient regroupé dans le dépôt de munitions de la caserne d'Antey les armes et munitions françaises et belges qu'ils avaient trouvées dans le coin. Tout ça était regroupé là-bas. Et le dépôt de munitions était relativement proche de la clôture. Les hommes du lieutenant Massard, le lieutenant de gendarmerie, il avait désigné un ancien chasseur donné comme garde rural pour aller surveiller et regarder s'il y avait une surveillance, à quelle heure, etc. Et ils étaient arrivés à la conclusion que la patrouille venait vérifier le cadenas du dépôt de munitions d'Antey tous les jours à la même heure. Ils n'ont même pas dû fabriquer une clé. En fait, les bâtiments militaires avaient connu une erreur monstrueuse. Ils avaient mis une grosse porte bien forte avec des charnières qu'on n'aurait pas pu casser, mais fixées par des boulons qui étaient à l'extérieur. Il suffisait de démonter les boulons et on ouvrait la porte.
Et le papa d'un de mes amis a fait partie de ce groupe. Ils allaient toutes les nuits démonter et ils ont vidé le dépôt allemand. Et ils sont allés cacher ça chez les bonnes sœurs qui tenaient une maison de repos à proximité. Le 3 octobre 1941, Londres, qui a entendu parler de la résistance, lance la mission Irling. Cassard est parachuté de nuit en Belgique avec son opérateur radio. Il vient pour faire plus ample connaissance avec différents mouvements de résistance. Il amène même 200 000 francs belges pour la Légion belge, de la part du SOE, ainsi que 275 000 francs belges de la part du gouvernement belge pour d'autres réseaux en Belgique. Cassard s'entretient avec Laser et doit retourner à Londres pour faire son rapport sur la Légion belge. Au moment du retour, il tombe dans un traquenard. Les Allemands mettent la main sur ses documents, puis un peu plus tard sur lui. Cassard disparu, il reste Claser qui tient à la mission Irling comme à la prunelle de ses yeux. Mais rejoindre Londres est très compliqué. La côte est zone de guerre infestée d'Allemands et le ciel est surveillé. Et ici, aux Août, ce que nous avions, c'était que la zone côtière a été directement déclarée Sperrgebiet, c'est-à-dire zone de guerre ou zone défendue. Et nous ne pouvions pas nous déplacer de plus de 10 km de la maison. 10 km dans un cercle, c'est très beau, mais 10 km dans un quart de cercle, c'est autre chose. Parce que la moitié du cercle, c'est la mer du Nord, un quart du cercle est la Hollande, donc il nous restait ici jusqu'au double canot à Zeebrugge et une route qui nous amène vers Bruges, où les Allemands avaient mis des postes de contrôle et on était tout à fait comme dans une souricière. Donc il n'y avait rien à faire. Les jeunesses ne pouvaient même plus aller chez les scouts étaient interdits. Et très rapidement, ici aux Août, la digue a été interdite aux civils aussi. Donc nous ne pouvions même plus aller sur la digue. Parce que les Allemands avaient fait des fossés anti-tanks. Ils avaient muré la plupart des fenêtres et des portes de toutes ces villas. Et ils avaient installé des glaces. Et ces miroirs étaient installés là, pourquoi? Pour faire croire, si les Anglais devaient venir par la mer et tirer un coup de feu, qu'ils avaient l'impression d'avoir 100 coups de feu qui leur répondaient. Pour aller en classe à ce moment-là, nous avions besoin d'avoir un Schein, d'avoir un laissez-passer des autorités allemandes, un cachet avec l'estampille de l'aigle allemand pour nous permettre d'arriver à Bruges, à l'école. Et lorsque nous atteignions les 10 km, qui était le lieu de contrôle, nous avons vu à ce moment-là les Allemands avec des glaces aller en dessous du tram pour voir s'il n'y avait personne de caché là en dessous. En Sperrgebiet, les Allemands étaient omniprésents, on les voyait partout. Ce n'est pas comme dans certaines régions, plus à la campagne, où des Allemands, on n'en a pas vu énormément. Mais ici, ils couraient dans toutes les rues. Pour rejoindre Londres en avril 1942, Claser part en direction du sud de la France. Van der Putten le remplace en son absence. La communication avec Londres, c'est quelque chose d'essentiel pour la Légion belge comme pour tous les mouvements de résistance. Mais c'est un souci majeur. Jusqu'en 1941, il n'y en a pas. Ça commence tout doucement à partir du second semestre 1941, ça va se développer par la suite. Mais ces moyens sont de deux ordres. Il y a les moyens les plus longs, les plus périlleux, les plus difficiles, c'est les moyens terrestres. Hein. Il faut savoir qu'il faut traverser toute la France, où il y a plusieurs frontières, je passe les détails, pour gagner l'Espagne, qui est un territoire dangereux aussi, dirigé par Franco, qui est plus ou moins allié avec Hitler, donc on peut aussi s'y faire arrêter. Et puis gagner le Portugal pour, par avion, gagner par la suite la Grande-Bretagne. Donc ça prend parfois plusieurs mois avant de pouvoir rejoindre la Grande-Bretagne. Ça, ce sont les liaisons terrestres. Liaisons, entre parenthèses, par lesquelles passe aussi le courrier, parce qu'il y a quand même des courriers qui passent. Alors la liaison la plus rapide, c'est par radioémetteur. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'appareils qui permettent cette liaison. Il n'y a pas beaucoup de techniciens aussi qui savent utiliser ces appareils. Quand Claser, alias Monsieur Rose, arrive à Londres 3 mois après avec les statuts de la Légion belge, un message codé est envoyé pour prévenir celle-ci qu'il est bien arrivé.
Je les envoie méditer sur le moratoire. Van der Putten et Lens sont rassurés. Sur place, néanmoins, cela ne va pas très bien se passer. Les jeux de pouvoir sont énormes. Claser travaille plus avec le SOE et le ministère de la Défense qu'avec la sûreté de l'État belge. Néanmoins, il ressort de ce séjour l'ordre de mission pour Monsieur Rose, document plutôt d'aspect militaire avec lequel Claser s'envole. Eh bien, à Londres, les divers acteurs de la lutte clandestine ont des intérêts divergents. Les intérêts des Britanniques ne sont pas les mêmes que ceux des Belges. C'est très important de le savoir. Les Britanniques, eux, ce qui les intéresse, c'est vraiment la lutte directe, militaire, contre l'Allemagne nazie. Pour les Belges, en plus de cette lutte militaire, il y a tout de même des intérêts politiques. Ils préparent le terrain pour l'après-guerre, donc ils sont beaucoup plus sensibles que les Britanniques à ces aspects politiques, ce qui oppose déjà, d'une certaine manière, Belges et Britanniques. Alors, parmi les Britanniques, il y a une opposition dans la façon de travailler entre Special Operations Executive qui veut, permettez-moi l'expression, mettre le bordel en Europe occupée, en développant des sabotages, et le SIS qui, au contraire, comme organisme de renseignement, veut être le plus discret possible pour récolter le plus de renseignements possible. Donc les deux sont vraiment sur des longueurs d'onde tout à fait opposées. Du côté belge, il y a cet enjeu politique qui est très présent, qui est très différent entre la sûreté de l'État qui représente l'État belge et donc veut établir un gouvernement de droit démocratique avec le pouvoir prédominant pour les civils, alors que la deuxième direction est d'accord pour ce gouvernement, mais veut accorder une place plus importante aux militaires, au roi. Et donc il y a aussi une méfiance entre sûreté de l'État et deuxième direction par rapport à des questions, je dirais, plus politiques. Mais si vous mélangez les antagonismes entre Belges et Britanniques, entre les deux sections britanniques, les deux sections belges, le micmac explose en 1942. Là, les antagonismes sont les plus virulents et ils vont même mener, et l'affaire Claser est au centre de ces questions, à une rupture des relations entre le gouvernement belge et le SOI pendant quelques mois, entre l'été et l'automne 1942, ce qui est une véritable catastrophe pour les personnes, les agents sur le terrain. Quand Claser rentre en Belgique en août 1942, Bastin est à la tête de la Légion belge, car Van der Putten et Lens ont été arrêtés. Claser travaille alors selon l'ordre de mission pour Monsieur Rose et crée une nouvelle branche armée pour aider les Alliés le jour J, le Corps franc belge d'action militaire. En septembre, il apprend que le gouvernement belge désapprouve la mission dont il est investi et le discrédite jusqu'à le traiter d'agent anti-gouvernemental. Le moral de Claser chute, même si les effectifs de la Légion belge atteignent bientôt 27 000 hommes. En novembre, Claser décide de repartir pour Londres afin de rétablir la situation. À la radio, Bastin entend « Je les envoie méditer sur le moratoire ». Il est rassuré. Mais derrière cette fausse émission se cache l'Abwehr, un redoutable service secret allemand qui a infiltré ses rangs avec l'aide de collaborateurs belges. Avec cet événement tragique, ainsi que l'arrestation de Bourbon à la même période, les 4 fondateurs de la Légion belge disparaissent. À cette époque, toujours pas de contact avec Londres, et pour cause, Claser n'est jamais arrivé. Léopold Stiers, qui gère une grande partie du corps franc, a une occasion unique à Biarritz en France. Il obtient un rendez-vous avec le capitaine Jackson. Il renoue le contact tant espéré avec Londres, fournit le travail effectué au niveau du corps franc et fait avancer les choses. À cette occasion, il remet aux agents des documents, un microfilm et énonce ce dont ils ont encore besoin pour aider les Alliés le jour J. C'est un tournant crucial pour le corps franc. Mais pas dans le bon sens. Les 2 personnes qu'il a en face de lui sont des collaborateurs belges parlant parfaitement anglais et travaillant pour l'Abwehr. Résultat, 98 officiers arrêtés dans les mois qui suivent. Et ils sont tous morts, à l'exception de 2. Les collaborateurs, qui sont-ils? Eh bien, dans un premier temps, il y a des gens qui le font par idéologie, c'est-à-dire ils croient vraiment aux idées du nazisme. Ils croient que ce sera beaucoup mieux pour la société d'être dirigée par des gens qui préconisent une élite forte et qui va pouvoir donner des bonnes impulsions au pays pour que le pays se développe, mais sous les ordres d'une élite forte. Et puis, à côté de ces personnes qui sont
qui apprécient ce régime fort. Il y a simplement des gens qui veulent profiter de la situation pour gagner de l'argent et pour sortir de la misère, parce qu'il y a beaucoup de misère en Belgique à l'époque, qui vont s'engager sans se rendre compte des enjeux politiques et idéologiques, qui vont s'engager dans la Légion Wallonie pour combattre les Russes sur le front de l'Est, qui vont s'engager dans des gardes pour gagner de l'argent. Il y a aussi une petite minorité qui effectivement s'engage dans la collaboration par anticommunisme. La propagande est forte à partir de l'été 41 pour aller combattre le bolchevisme, comme les nazis le disaient. Il y a un certain nombre de personnes qui font ça aussi pour cette raison-là. Bastaing, qui a eu une discussion avec un avocat en partance pour Londres, parvient à dénouer la situation avec le gouvernement par son intermédiaire. Le 9 février 1943, un agent est parachuté en Belgique avec un ordre de mission au colonel Ben Bastaing. Cet ordre de mission est très important parce qu'il signifie enfin, je dirais, la reconnaissance entière de la Légion belge. Le gouvernement vous soutiendra en mettant à votre disposition les fonds nécessaires et qu'il pourra vous faire parvenir, ainsi que les armes qui vous seront envoyées avec le concours des Britanniques. C'est évidemment très important, l'argent et les armes pour opérer. Le résultat à attendre de cette participation belge est double. En premier lieu, il facilitera l'avance des Alliés en Belgique et diminuera la durée de la lutte, ainsi que des souffrances dont elle sera la cause pour la population. En second lieu, l'appui que les armées alliées trouveront en Belgique occupée comptera parmi les titres qui seront reconnus à notre pays au moment où il s'agira de régler les conditions de la paix et de notre statut futur. Il s'agit bien là de l'objectif du gouvernement. Alors ce qui est intéressant aussi dans ce document, qui est très nommément écrit, c'est pourquoi les relations ont été si difficiles jusqu'à présent entre le gouvernement belge et l'armée secrète. Les premières formations militaires qui ont été créées en Belgique semblent avoir, du moins dans l'esprit de certains de leurs chefs, et ils pensent là certainement à Clazer et à Lenz, eu un but différent de celui qui vient d'être exposé. Elles paraissent avoir été inspirées, tout au moins en partie, par une pensée de politique intérieure sous la formule maintien de l'ordre, prépondérance à assurer certaines tendances avec lesquelles on identifierait l'intérêt du pays. Il est clair que derrière ces mots, on sous-entend le renforcement du pouvoir du roi qui, ce serait ça, l'intérêt du pays selon les militaires et ce à quoi s'opposent les civils du gouvernement belge à Londres. Mais, je cite de nouveau, c'est seulement plus tard que la pensée de la lutte contre l'ennemi a dominé nettement tout autre but. Et là, donc, c'est la reconnaissance officielle du gouvernement belge de Londres de dire que maintenant, le gouvernement est convaincu que c'est vraiment la lutte contre l'ennemi qui domine sur tout autre but et que donc le gouvernement fait confiance à cette Légion belge. Le colonel Bastaing demande immédiatement que son groupement soit reconnu comme armée de Belgique, mais la réponse est brouillée. Il désigne le colonel Yvan Gérard comme successeur. Il réintègre ce qui reste du corps franc dans l'armée de Belgique. Il divise le pays en 5 zones. Pire, qui l'épaule, prend le commandement de la zone 1. Le 27 avril 1943, Bastaing rejoint les Alliés à une réunion dans une ferme du tiers de Robermont à Liège. Le colonel Siron y est présent. Bastaing a hésité à cause de certaines incohérences, mais il ne veut négliger aucune piste. Cela fait 2 mois qu'il attend des nouvelles. Il se joint donc à eux également. Et le traquenard de l'Abwehr se referme. Grâce à 2 Zitter, alias Captain Jackson, la Feldgendarmerie et la Gestapo sont sur les lieux, avec pour objectif de les prendre vivants. Si possible. Grâce à leurs coups de filet, les Allemands effectuent entre 140 et 170 arrestations. Leur liste de résistants à intercepter augmente jusqu'à 9300 membres, ce qui fait même trop de gens à arrêter pour leur personnel. Le mouvement est mort, décapité à tout niveau, mais en particulier au niveau des chefs de région, provinces et zones. Ceux qui le peuvent fuient juste à temps. Le soir même, il est parti chez le commandant de gendarmerie, qui l'a fait disparaître, et on avait convenu que si on devait se revoir, il s'appellerait du nom de Lefebvre, le nom de maman. Et plus pire. Bon, il est parti. Le lendemain matin, comme mon élève des Jésuites, je devais aller à la messe.
Je me lève pour y aller, et au moment où je suis habillé, donc il devait être 7h30, il y a la servante qui était là qui nous dit « Hey, il y a des gens qui se trouvent dans le jardin ». Et on sonne. Je vais ouvrir, des Allemands qui me repoussent et ils me disent « Où est votre père ?» Je dis « Il n'est pas ici ». Et immédiatement ils sont montés vers sa chambre pour voir, et effectivement, le lit étant fait, ils se sont rendus compte que je disais la vérité. Et alors ils ont demandé « Et alors, quand est-ce qu'il revient ?» Je dis « Écoutez, moi, je n'en sais rien. » Ils ont tout fouillé. Tous les livres de papa, toute la bibliothèque, tout ça a été fouillé. La première fois aussi. Ils cherchaient des papiers. Et ils prenaient les livres comme ça et ils les secouaient pour faire tomber les papiers, pour des listes ou des choses comme ça. Et nous sommes restés enfermés dans le bureau de papa pendant toute la journée, pendant qu'il faisait tout ça. On ne disait rien, Jean et moi. Et ils sont partis. Ils n'ont rien fait. Et alors après, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait qu'on vive exactement comme avant, ne pas avoir l'air de faire quelque chose. Et alors on a vécu pendant tout le temps où on est resté à Namur, comme s'il n'y avait rien eu. Nous faisions nos courses exactement pareil. On n'a rien changé à notre vie pendant un certain temps. Bien que le père de Thierry Kopiter Toilent, dont le mouvement militaire intégré à l'armée de Belgique ait été prudent, les Allemands remontent aussi son réseau de distribution de journaux clandestins. Le réseau de la diffusion a été atteint par les Allemands, par dénonciation. Et c'est à ce moment-là que nous avons été décimés et on a dû directement tout arrêter. Et tous les numéros que nous connaissions et des personnes chez qui nous mettions, on leur a demandé de tout brûler pour ne pas avoir d'ennui de ce côté-là. Et immédiatement, il y a 5 ou 6 personnes qui ont été arrêtées et qui ont été amenées dans les camps de concentration, dont la plupart ne sont pas revenus. Au moment de son arrestation, mon père était au bureau de la défense passive, en uniforme, puisqu'il était commandant second. La première chose, les Allemands l'ont amené à la maison. Et la première chose qu'ils ont demandé, c'est qu'il enlève son uniforme, parce que pour eux, un uniforme, ils ne savent pas taper sur un uniforme. Donc ils savent taper sur un civil. Le type de la Gestapo, c'était un ancien coiffeur de Hambourg, si je devais le voir devant moi. Et la première chose que ces Allemands ont fait, c'est d'arriver au grand feu ciné que nous avions, mettre la main dedans pour essayer de voir s'il y avait des papiers qu'on avait brûlés. Il est bien entendu que mon père avait été suffisamment intelligent que de ne pas brûler des papiers dans un feu, sachant que c'est le bon endroit pour se faire prendre. Nous avons vu mon père partir et nous ne l'avons plus revu. Ce qu'il était devenu, pendant toutes ces années, on ne l'a jamais su. Ce n'est qu'après la guerre qu'on en a entendu parler. Et à ce moment-là, au moment où moi j'ai revu mon père, j'étais déjà à l'armée, comme volontaire de guerre. Et mon major m'a donné 24 heures pour aller à Bruxelles, à Saint-Pierre. Mon père venait de rentrer. C'était énorme. Plus il a été libéré par les Russes, donc il a encore été prisonnier des Russes à un certain moment. Il a fait la fameuse marche de la mort de Sachsenhausen-Oranienburg vers la forêt de Krevitz à la frontière du Danemark. Ils sont partis à 120 000, ils sont arrivés à 12 000. Tous ceux qui ne savaient pas continuer, un coup de pistolet dans la nuque, on les laissait là. Mon père était tout à fait exténué. Le dernier jour de la marche, il était porté par 2 amis. Et il a dit, écoutez, si demain on repart, laissez-moi, je ne sais plus. Et la nuit, les SS sont enfouis.
Et la colonne de la Croix-Rouge du prince Bernadotte de Suède est arrivée les prendre en main. Il parlait très peu de ces passages dans les camps. Ou alors c'était quand des amis étaient là et qu'ils se racontaient l'un ou l'autre événement qui leur est arrivé. Mais ce qui m'a toujours dit, c'est qu'il était petit mangeur et il était dans une tranche d'âge qui était entre deux. Les gros mangeurs et ceux qui étaient trop jeunes ou trop âgés n'ont pas su résister. Ça, c'est une grande vérité qu'il m'a dit. Et alors, il y a autre chose aussi, c'est qu'il m'a toujours dit que dans les camps, une personne qui désespérait un jour ne savait plus remonter. Ces gens étaient perdus. Manquer d'espoir un jour. En mai 1943, le colonel Gérard réunit ce qui reste de l'état-major à Bruxelles. Il est épaulé par le général Pire. Ensemble, ils vont réorganiser l'armée de Belgique, qui compte de nombreux refuges secrets, et toujours des dizaines de milliers de membres de qualité. En automne, tandis que Gérard est surveillé de près par la Feldgendarmerie, Pire sillonne le Brabant wallon afin de trouver la planque parfaite pour faire disparaître l'état-major. C'est à Rosières, près de Wavre, qu'il fait une extraordinaire rencontre. La famille Koenraad et leurs 7 enfants. Mais ça, ce sera pour le prochain et dernier épisode.